Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans. Une fois de plus, prendre rendez-vous à cette émission au cœur de la société. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'actualité elle est bouillonnante, mais nous recevons pour vous un cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Il est précisément président de la commission PAJ Force Grise UDPS, qui est une structure de ces grands partis qui a fait plus de 36 ans à l'opposition. Il s'appelle Toussaint Mangala, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je disais tout à l'heure que c'est la première fois que vous passez à notre émission. Oui, c'est une première et j'espère que ça ne sera pas non plus la toute dernière. Tous les plaisirs également pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure là, l'actualité elle est tellement bouillonnante, en commençant par la MONUSCO. On a assisté à 2 jours, je ne dirais pas d'état des sièges de base de la MONUSCO à Goma et à Butembo, plus précisément dans la partie est de la RDC, mais tout de moins, il y a eu mort d'homme. Et la grande question, c'est qui a tué les manifestants? Merci de la question, monsieur le journaliste. Concernant la protestation des populations civiles, notamment celles issues des provinces du Nord Kivu, ainsi que celles des provinces environnantes, les Sud Kivu ainsi que la province de l'Ituri, contre la présence continue de la MONUSCO sur les sols congolais, c'est une expression du ras-le-bol de la population congolaise en général, ainsi que celle de ces populations issues de ces provinces concernées par l'insécurité d'une manière spécifique. Et cela à la suite de l'inaction de cette force onusienne dont la présence en République démocratique du Congo est jugée comme étant une présence inutile et surtout complice par le fait de la passivité de cette force onusienne quant aux exactions commises par les groupes armés ainsi que leur activisme dans ces coins de la République, spécifiquement la partie nord-est de notre pays. Par rapport à la situation que vous évoquez, il faut dire que nous condamnons certes les dérapages qu'il y a eu autour de ces manifestations. J'ai suivi les porte-paroles du gouvernement. Il a fait état des actes de vandalisme, des actes de pillage, des actes, des attaques perpétrées contre les installations de la MONUSCO, ainsi que de son personnel. Mais, chose grave, il a également fait état des morts d'hommes. Selon les bilans officiels, nous en serons aujourd'hui à plus d'une dizaine de morts. Une situation déplorable que nous condamnons avec la dernière énergie. Les Congolais ont une fois de plus été tués, cette fois-ci, non pas parce qu'ils se sont retrouvés dans une guerre, dans une zone de belligérance, mais tout simplement parce qu'ils ont exercé un droit légitime, celui de pouvoir demander les retraits purs et simples d'une force multinationale considérée comme étant étrangère et surtout inefficace sur son sol. Nous demandons à ce que le gouvernement de la République, qui a déjà mis sur pied une enquête, que celle-ci puisse se poursuivre de façon accélérée, de telle sorte que nous puissions savoir dans quelles conditions nos compatriotes ont été tués, qu'on puisse dégager les responsabilités des uns et des autres par rapport à l'organisation de ces manifestations, ainsi que par rapport aux donneurs de l'ordre de pouvoir tirer sur une population civile dite inoffensive, alors qu'elle était en droit légitime de pouvoir exiger à ce que sa voix soit entendue.
Mais au-delà de ces condamnations, monsieur les journalistes, ce qu'il faudrait dire, c'est que cette situation a pu dégénérer telle que nous l'avions vécue, tout simplement parce qu'il y a eu, entre autres, une déclaration irresponsable. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Encore une petite question avant d'y arriver. Et pensez-vous que la MONUSCO puisse regagner la confiance de la population de l'Est après tout ce qui s'est passé? Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, lorsque la MONUSCO ayant un mandat, c'est lui, un mandat spécial émanant d'une résolution du Conseil de sécurité, c'est lui de pouvoir maintenir l'ordre, la paix et la tranquillité en termes sécuritaires dans cette partie de la République, arrive à affirmer haut et fort à travers l'un de son porte-parole qu'elle est incapable de pouvoir faire face à la force des frappes de l'ennemi rwandais à travers son appendice du M23. Cela est une déclaration non seulement embarrassante, mais une déclaration tout à fait inadmissible, qui voudrait tout simplement, elle est maladroite certes, mais cette déclaration, elle est perçue dans l'opinion comme étant une inquiétude donnée aux forces négatives par la communauté internationale de continuer à sévir en termes de s'aimer la désolation ainsi que la terreur parmi les populations civiles, alors même que cette population civile avait fondé son espoir sur les déploiements de cette force onusienne lorsqu'elle a été déployée dans notre territoire vers les années 1989 à travers la résolution 1279 du Conseil de sécurité, donnant un premier mandat à cette force qui était un mandat de protection de la population civile. Mais certes, la MONUSCO va se retirer parce que l'opération est déjà lancée et ça sera graduel. Mais pensez-vous que la confiance règne encore avec la population? Avec ce qui s'est passé, il y a lieu de faire les bilans de la présence de la MONUSCO sur les sols congolais. En termes de bilan, aujourd'hui, on parle de plus de 2 décennies durant. Plus de 22 ans que la MONUSCO est sur les sols congolais. Cette force a connu diverses mutations de ses mandats lui octroyés par les conseils de sécurité. Nous sommes allés du mandat de protection de la population civile. Actuellement, si je ne m'abuse, nous sommes au mandat du maintien de la paix ainsi que de la sécurité dans cette zone à problème. Mais en termes de bilan, il faudrait reconnaître tout de même que la MONUSCO ne sait pas se mettre au diapason des enjeux sécuritaires dans les provinces concernées par l'insécurité. Après 22 ans durant, il y a lieu de se poser des questions. Et en termes de responsabilité, nous pensons que s'il y a lieu de faire, de dégager la responsabilité première incombe à la communauté internationale. La communauté internationale, elle a failli à travers les conseils de sécurité qui n'a pas su doter la MONUSCO d'un mandat coercitif à même et susceptible de permettre à cette structure de pouvoir exercer efficacement, n'est-ce pas, ses prérogatives ainsi lui dévolues par les conseils de sécurité, les prérogatives qui consistent à pouvoir non seulement protéger les populations civiles, mais à côté de pouvoir également... Vous entendre parler, ça veut dire que le divorce est consommé. Il appartient au gouvernement de la République de prendre la mesure de ces désarrois de la population congolaise clairement exprimés à travers ces 3 jours de manifestations et de pouvoir tirer les conséquences qui s'imposent, notamment traduire en acte cette volonté de voir les retraits dits progressifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ces retraits dits progressifs a déjà été entamé puisque la MONUSCO couvrait les zones non seulement des provinces telles que le Nord et le Sud Kivu, mais c'est une force qui était également au Tanganyika ainsi qu'au Kasaï. C'est là où d'ailleurs l'opération est lancée de retrait. Au niveau du Kasaï, la MONUSCO est en train de plier bagages, que ce soit au Tanganyika, mais elle s'est concentrée plus sur les provinces en proie à l'insécurité, tout à fait, telles que les Sud et le Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Mais au regard de cette désapprobation, de ces désaveux de la population congolaise face à l'efficacité de cette force,
nous estimons que le gouvernement de la République doit tirer les conséquences qui s'imposent pour qu'il puisse très rapidement accélérer les processus de retrait prévus à l'horizon 2024 conformément à l'accord, au protocole d'accord qui nous lie, nous, les gouvernements congolais, ainsi que nos partenaires de la MONUSCO. Vous avez fait récemment ici allusion à un discours irresponsable tenu par Mathias Gilman. Vous parlez du porte-parole de la MONUSCO sur la zone de la RFI. Et d'aucuns pensent que le vrai problème vient du discours tenu par le président du Sénat, Batou Lukwebo, à Goma. C'est le lieu pour moi de porter mon soutien indéfectible au président du Sénat, un notable du Grand Kivu, qui, après avoir échangé avec la population congolaise qui vit dans une situation humanitaire assez chaotique et dramatique, a pu prendre le courage de pouvoir dénoncer l'inaction de la MONUSCO face à toutes ces exactions commises par les groupes armés. Vous savez, vous et moi, on tient cette émission, nous sommes dans la République de la Gambie, mais nos frères et sœurs qui vivent dans les coins concernés par l'insécurité, ils vivent dans des conditions indescriptibles. Mais en tant que leader d'opinion, c'était le moment idéal pour faire de telles déclarations? J'ai bel et bien suivi monsieur le président du Sénat. Il n'a jamais appelé au vandalisme, il n'a jamais appelé aux attaques perpétrées contre la MONUSCO ainsi qu'à ses installations. Le président du Sénat a été dans la mesure, il a tout simplement porté les désidérata exprimés par sa base électorale. N'oubliez pas que c'est un élu qui a porté les désidérata exprimés par ses concitoyens vivant dans des conditions de détresse. Il en a appelé tout simplement à ce que cette procédure ou ces processus de retrait de la MONUSCO puissent être accélérés de telle sorte que les gouvernements de la République, constatant les départs de la MONUSCO, puissent prendre la mesure de la situation et fournir des efforts qui s'imposent pour que finalement cette situation d'insécurité soit également résorbée de façon, cette fois-là, pérenne et définitive. Par rapport aux propos du vice-porte-parole de la MONUSCO, il faut dire que ce sont des propos très embarrassants et surtout maladroits, une déclaration irresponsable qu'il n'aurait pas dû tenir. Même s'il est certes vrai que la MONUSCO pouvait rencontrer des problèmes liés à d'ordre logistique par rapport aux équipements ainsi qu'à l'armement en face au M23, il ne lui appartenait pas à ce niveau-là de responsabilité de pouvoir tenir ce genre de propos, puisqu'il a finalement non seulement démoralisé les troupes congolaises qui sont engagées au front face à ces ennemis de la République qui menacent l'intégrité territoriale de notre pays, mais il a également touché les morales de la population congolaise vivant dans ce coin de la République qui était animée par un esprit de résistance face à cette situation. Mais n'est-ce pas là des avis d'impuissance qui mériteraient tout simplement de, je dirais, de résilier, si pas un contrat, ou de demander à la MONUSCO de partir? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il appartient même à la MONUSCO qui a tenu ce genre de propos de pouvoir en tirer les conséquences qui s'imposent. Il ne nous appartient pas, nous, gouvernement, de faire constater à la MONUSCO que dès lors que vous tenez des propos d'impuissance face à un ennemi pour lequel vous êtes venu combattre, il est temps de pouvoir plier bagage et rentrer chez vous. Au contraire, nous attendons tout simplement à ce qu'elle-même, la MONUSCO, puisse tirer les conséquences de son incapacité à faire face à cet ennemi par rapport à la mission qui est la sienne, celle de pouvoir non seulement protéger la population civile, mais également maintenir la paix ainsi que la tranquillité dans ces coins de la République. L'UDPS a fait plus de 36 ans à l'opposition et aujourd'hui qu'elle est au pouvoir, multiplie des sorties, je dirais, diplomatiques à l'extérieur. On est de plus en plus présent dans des différents sommets et organisations sous-régionales. Aujourd'hui, Kinshasa a abrité le 21e session ordinaire du comité des États économiques de l'Afrique centrale, CAC. C'était à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État prend derrière la commande. Mais qu'est-ce qu'il y a je dirais, des probants qui pourraient garantir la sécurité
qui poursuit cette structure en République démocratique du Congo? Ou dans l'Afrique, bien sûr, dans la sous-région, l'Afrique centrale? Tellement pertinente que je suis tenté de vous dire que nous, Congolais, nous devrions être fiers à ce que les drapeaux étoilés, celui de la République démocratique du Congo, puissent à nouveau flotter dans les concerts des nations. Ce sommet qui a eu le 21e de la communauté de la CAC, sous la présidence tournante de la République démocratique du Congo, assumée pleinement par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est une aubaine pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui fait face à cette occupation rwandaise à travers son appendice du M23. Au-delà du gain politique ainsi que diplomatique que notre pays gagne à travers la tenue de ce sommet ici chez nous, en République démocratique du Congo, une situation qui marque en fait les retours dans les concerts des nations de notre pays, alors qu'il y a quelques années durant, dans un passé récent, notre pays ne pouvait plus émettre une voix audible au sein de la communauté internationale. Et donc sur le plan politique, c'est déjà une victoire pour la République démocratique du Congo, ainsi que sur le plan diplomatique, puisque cela marque également le fait que la République démocratique du Congo, c'est un partenaire sûr, c'est un pays fréquentable, parce que nous avons vu qu'il y a eu la fréquentabilité des chefs de l'État qui sont venus. Mais une diplomatie agissante dont le retombé ne profite pas à la population. C'est ce que j'étais en train de m'étudier à vous expliquer que... Le cadre de l'UDPS, à moins de 3 ans, c'est dote des villas de luxe, on voit ça et là, des images qui donnent l'impression d'être à Dubaï, je ne sais pas moi, aux Émirats Arabes Unis, alors que la population est encore très pauvre davantage. Je peux vous dire que à travers ces sommets, il nous appartient, nous, la République démocratique du Congo, à travers le gouvernement de la République, conduit de main de maître par le Premier ministre actuel, de pouvoir profiter de cette vitrine nous offerte par nos partenaires de la CAC, de pouvoir clairement exposer sans embâche, en fait, cette situation d'occupation à laquelle nous faisons face, nous imposée par notre voisin immédiat, le Rwanda, de telle sorte que cette communauté puisse adhérer, n'est-ce pas, à notre cause, ainsi qu'elle puisse également adhérer à la feuille de route qui a été émise par les résolutions du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a prôné également, entre autres, comme solution à cette situation qui prévaut dans notre pays, dans sa partie Est, que l'on puisse relever et constater et obtenir immédiatement les retraits du M23. Qu'on puisse également connaître la cessation immédiate des hostilités et qu'ensuite, que l'on puisse déployer imminemment une force de la sous-région en vue de pouvoir résorber cette situation, notamment dans les provinces de Kivu ainsi que de l'Ituri spécialement. Une présence de plus des troupes étrangères en République démocratique du Congo, étrangères. Je vous le concède, M. Patrick. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les balles crépitent, toute initiative tendant à faire taire les armes. Donc vous avez jugé les FARDC incapables de mettre fin à cette hostilité? Ce qu'il faut plutôt dire, c'est que lorsqu'on a une armée telle que la nôtre, une armée qui a connu des opérations politiques telles que les brassages, les mixages, peu importe la puissance de cette armée, elle finit par être affaiblie. Et c'est ce que nous constatons avec notre armée qui, à l'époque, sous les maréchals Mobutu, l'armée zaïroise faisait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, à cause de ces opérations de mixage et brassage, malheureusement, il s'est fait que l'armée congolaise est en train aujourd'hui. Les experts pensent plutôt que l'armée congolaise n'est pas équipée. Si l'armée congolaise était équipée, on n'allait pas en arriver là. Le problème n'est pas seulement d'ordre logistique, monsieur. Vous parlez de l'infiltration. Au-delà du problème logistique,
au-delà du problème logistique, il faut noter qu'aujourd'hui, l'armée congolaise, elle est infiltrée. Aujourd'hui, au sein de l'armée congolaise, il y a des traîtres qui se recruteraient même parmi les officiers supérieurs ainsi que subalternes. C'est ainsi que vous avez vu récemment les chefs de l'État prendre la mesure de cette situation et procéder à la mise à l'écart de certains officiers supérieurs, notamment il y a des généraux ainsi que des colonels concernés par cette mesure. Monsieur Toussaint Mangala, vous êtes de l'UDPS. Jusqu'aujourd'hui, Bunagana est toujours sous occupation du M23. Mais apparemment, on a menti à la République que Bunagana était récupéré. Et on apprend même qu'on est en train de nommer les administrateurs du territoire à Bunagana par le M23. Monsieur Patrick, vous savez la situation que traverse notre pays à cause de cette occupation rwandaise, c'est une situation chaotique. Nous disons qu'en ce qui nous concerne au niveau de la force RISDPS, la solution immédiate, c'est le déploiement de cette force sous-régionale à cause des problèmes auxquels notre armée est confrontée. Première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que cette solution n'est pas une solution à court terme, moins encore à moyen terme. Au niveau de la force RISDPS, nous avons organisé des colloques et à l'issue duquel il a été constaté qu'il faudrait mettre sur pied une solution qui constitue en fait deux dynamiques. Une dynamique au niveau international reprenant 3 volets, ainsi qu'une dynamique au niveau interne reprenant 4 volets. Les deux dynamiques mises ensemble vont nous permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse résorber définitivement, de façon pérenne, cette situation de l'insécurité. On a une mission onusienne la plus chère au monde, qui est la MONUSCO. Et à cela, vous ajoutez une force sous-régionale. Et pensez-vous que la paix sera restaurée dans la partie Est? La force régionale, c'est une solution immédiate, puisque notre armée elle est infiltrée. Nous venons de l'évoquer ici, vous et moi. Puisque notre armée a fait face, elle est affaiblie face à cette situation de mixage ainsi que des brassages. Mais cette solution, elle est tout simplement une solution médiane en attendant que nous puissions vous organiser. C'est ainsi qu'au niveau de la force RISDPS, nous avons évoqué deux dynamiques. Au niveau international, par rapport à la dynamique internationale, à la force RIS, nous disons il faudrait que rapidement la République démocratique du Congo puisse revoir les partenariats privilégiés que nous entretenons à l'aube de l'indépendance avec nos partenaires traditionnels tels que l'axe Paris, Bruxelles et Washington, puisque s'il faut faire une évaluation, ça fait déjà plus de 2 décennies, plus de 6 décennies, parce que nous sommes là en 1960, lorsque la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance au niveau international, et que, en faisant les bilans, la République démocratique du Congo n'a pu rien obtenir en termes de ses partenariats avec l'Occident. Il est donc temps que nous puissions nous tourner vers d'autres pôles au niveau international, tels que la Russie ainsi que la Chine, qui sont à même de pouvoir entretenir un partenariat gagnant-gagnant pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il faudrait que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse exercer un lobbying pressant au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'au niveau de toutes les structures relevant du système des Nations Unies, de telle sorte que nous puissions obtenir l'annulation du régime des signalements. Vous êtes sans ignorer que notre pays est sous embargo à peine voilé, puisque mis sous le régime de ce qu'on appelle signalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la République démocratique du Congo est appelée à acquérir en termes d'achat les armes d'une certaine puissance en vue de faire face à cette situation d'insécurité et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, nous sommes appelés à suivre une procédure nous imposée au niveau du Conseil de sécurité ainsi que d'autres structures internationales relevant en termes de sécurité. Cette situation fait que, en termes de conséquences, notre pays, à chaque fois qu'il veut acheter des armes, cette procédure, elle est lourde, elle prend du temps. Entre-temps, l'ennemi avance. Deuxième conséquence, c'est que même lorsque nous arrivons à nous ressourcer, à nous ravitailler en termes de l'équipement, l'ennemi est mis au courant de l'équipement mis à la disposition de la République démocratique du Congo et il prend donc des mesures en vue de se préparer autrement. Donc, une situation qui nous pose des problèmes. C'est ainsi que nous devons mettre un pressing pressant de telle sorte que nous puissions obtenir l'annulation de ces régimes de signalement. Troisième volet de cette dynamique à l'international, il faudrait que la République démocratique du Congo
à travers cette diplomatie qui devient de plus en plus agissante, nous soyons à même de pouvoir obtenir l'inscription au niveau du Conseil de sécurité ainsi que de l'Assemblée générale, l'inscription du Rwanda parmi les pays sous embargo au niveau international. Puisque vous êtes sans ignorer que les rebelles du M23 en tant que structure des rébellions ne peuvent pas, juridiquement parlant, s'octroyer ce luxe d'aller acquérir des armes sur le plan international, puisqu'ils sont sous embargo. Cet embargo concerne les groupes armés. Et donc, comment justifiez-vous le fait que ces rebelles continuent à acquérir des armes et aux dernières nouvelles, il s'agit là des armes des derniers cris. Ça veut dire tout simplement que ces armes-là viendraient de quelque part, il s'agit du Rwanda. Et donc, il faudrait qu'on se batte pour que les Rwandais... Et pourquoi vous avez tendance à laver l'Ouganda et à plus charger le Rwanda, alors que l'Ouganda aussi ne nous aménage pas? L'Ouganda ne nous aménage pas. James Kabarebe, on a suivi tous le ministre des Affaires étrangères, le VPM, qui a dit à la place publique les déclarations faites par le chef d'état-major rwandais à propos de l'Ouganda. Mais pourquoi vous ne faites pas allusion à... Aux dernières nouvelles, ce que nous en savons sur cet aspect sécuritaire, c'est que les velléités des balkanisations de la République démocratique du Congo, la patrie mère, passerait par le Rwanda. C'est ainsi que vous verrez que l'incursion rwandaise en République démocratique du Congo, celle dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une première. Si je ne m'abuse, c'est la 6e. Alors que les voisins rwandais, dans un passé assez lointain, nous avons tout de même eu des aspects et des problèmes liés, n'est-ce pas, politiquement avec ces pays, mais actuellement, au-delà même de cet aspect lié au procès que nous avons eu avec ces pays au niveau de la Cour internationale de justice, un procès que la République a remporté face aux voisins ougandais, l'Ouganda reste un pays crédible qui peut, n'est-ce pas, interagir avec la République démocratique du Congo en vue de trouver solution aux problèmes qui sont... Je pense que la population qui vous suit pourra en juger d'elle-même. Alors, n'est-ce pas, les solutions émises par la force vive nous y arrivons. Je pense que vous allez finir par là. Mais une question, est-ce qu'il y aura élection en 2023, M. Toussaint Mangala? Monsieur Patrick, le processus électoral n'est pas le fait de prendre un bulletin et d'aller les déposer dans les urnes. Ce n'est pas ça le processus électoral. Au moment où je vous parle, le processus électoral voudrait dire qu'il s'agit d'un ensemble de procédés électoraux qui amènent, n'est-ce pas, au finish, au vote. Il y aura vote en 2023. Lorsque vous lisez, lorsque vous faites un pas en arrière pour vous référer aux élections de 2018, il a été convenu qu'en respectant les délais constitutionnels, les cycles de 5 ans seraient d'actualité. J'ai fait allusion aux indicateurs. Par rapport aux indicateurs en présence, pensez-vous que la CENI soit à même d'organiser les élections pour aboutir au vote en 2023? Ce que je dois vous dire, c'est que le processus électoral, il est irréversible. C'est un processus qui a déjà été lancé, qui a commencé par la mise en place du bureau de la CENI. Et dans ces fameux bureaux de la CENI, les gens en parlent... Un bureau contesté. Un bureau contesté, mais qui correspond à l'esprit ainsi qu'à la lettre de la loi. La loi voudrait que dans la composition du bureau de la CENI, qu'on puisse tenir compte du poids politique au niveau de la majorité parlementaire. Chose faite puisque vous avez là-dedans, par rapport à cette composition du bureau de la CENI, les représentants de l'Union sacrée de la République. Simple formalité. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a là-dedans les représentants de l'opposition, notamment M. Les représentants de l'FCC que l'FCC lui-même ne reconnaît pas. Tout le monde connaît en fait la pugnacité de M. Didier Manara lorsqu'il était dans l'opposition. C'est lui qui a été désigné par ses pairs pour représenter l'opposition, notamment les PPRD. Il est du parti PPRD. Aujourd'hui, il fait partie. Les PPRD qui déclarent que le processus électoral ne les concerne pas. Ils ne sont pas impliqués.
Ça, c'est une posture politique. Tout le monde peut en prendre un. Lorsque nous étions... Mais curieusement, il y a l'un de ses membres qui est à la CENI et au nom du PPRD, au nom du Front commun pour le Congo. L'opposition, nous, l'UDPS, nous prenions aussi des postures politiques selon, n'est-ce pas, les intérêts qui étaient les nôtres. Ce qui doit être constaté par le peuple congolais, c'est que dans ces bureaux de la CENI contestés par l'opposition, ce qui constitue en fait une ambiguïté, dans ces bureaux de la CENI, il y a des représentants de la société civile, notamment le président Nanga. Il n'est pas de l'Union sacrée, plutôt M. Kadima qui n'est pas de l'Union sacrée. Il y a M. Manara qui est de l'opposition, plus particulièrement du PPRD. Il y a également les représentants de la société civile. Et donc, ces bureaux constitués de toutes les forces politiques en présence en République démocratique du Congo en ce moment, est à pied d'œuvre pour nous produire des élections à date échue, à bonne date, notamment en 2023, tel qu'il a été indiqué. Il appartient plutôt au gouvernement de la République, à travers son ministère des Finances, celui des budgets, de pouvoir accélérer les processus d'allouer à la CENI les moyens nécessaires pouvant lui permettre à pouvoir finalement atteindre les élections à date échue, même si M. Kabila pense qu'il peut s'octroyer ses droits de pouvoir fixer une ligne rouge par rapport à l'organisation des élections. Il devrait plutôt comprendre que... À l'époque, l'UDPS l'a fait aussi. Je me souviens de 2011, le 30 juin, tout s'arrête. Monsieur Patrick, laissez-moi vous dire que M. Kabila ne peut pas se transformer aujourd'hui. Il est acteur politique, il a le droit d'émettre son avis. Mais il ne peut pas non plus se transformer aujourd'hui en ce qu'on pourrait appeler donneur de leçons. D'autant plus que sous sa présidence, qui a pris durant 18 ans durant, M. Kabila n'a jamais organisé des élections pendant tous les cycles électoraux qu'il y a eu dans ce pays à bonne date. Vous pensez-vous les faire? Et déjà que la loi électorale qui a été votée, adoptée, même promulguée par le chef de l'État, n'a pas connu, je dirais, le consensus de toute la classe politique congolaise. Dans n'importe quel parlement du monde, lorsqu'il s'agit des élections, il n'y a jamais eu de consensus, M. Patrick. Ce qu'il y a eu plutôt à l'Assemblée nationale, c'est ça d'ailleurs le jeu démocratique pour lequel nous nous sommes battus à l'UDPS lorsque nous étions encore dans l'opposition. C'est que l'opposition a fait des amendements, pour votre information, par rapport à cette loi électorale qui a finalement été adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État. Il y a là-dedans des amendements émanant de l'opposition. Et puisque les jeux démocratiques voudraient que la voix de la majorité puisse primer, c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi, finalement, à l'issue du vote, cette loi, elle est passée, elle contient également certaines innovations qui vont permettre à ce que certains Congolais de la diaspora puissent apporter, n'est-ce pas, leur voix par rapport au processus électoral en cours. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons nous en féliciter et plutôt nous battre actuellement, puisque nous sommes dans une situation assez délicate, de telle sorte que l'on puisse résorber d'abord cet aspect sécuritaire, puisque nous sommes sous occupation. Et je ne pense pas qu'en toute responsabilité, la classe politique congolaise peut accepter que nous puissions aller aux élections pendant qu'une bonne partie de la République démocratique du Congo, notamment Bunagana et ses environs, puissent être sous occupations rwandaises. Donc je pense que jusqu'au moment d'arriver en 2023, il y a encore tout un processus devant nous, observons, mais le souhait est qu'en 2023, nous puissions tenir les élections à bonne date, puisque nous nous sommes battus pour que finalement, que ce soit la Constitution et d'autres lois de la République puissent être d'application dans ces pays. Monsieur Toussaint Mangala, comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Les partis au pouvoir, aujourd'hui, il est en train de se requinquer, puisque, comme vous le savez, à l'aube des élections de 2018, nous avions à la tête du pays, une situation qui continue derrière, nous avions à la tête du parti plutôt un leadership de l'opposition. Ce leadership de l'opposition n'a pas pu se muer à un leadership des gouvernants. Qui a brillé plus par l'octroi des carrés miniers, par l'enrichissement illicite et la corruption. Il ne faudrait pas mêler ou lier les questions reprochables aux individus pris de façon individuelle
pris une tutelle personnelle, n'est-ce pas, au fonctionnement même de notre parti politique. Les faits auxquels vous faites allusion, ça se pourrait, s'ils sont vrais, à mettre sur les dos des individus et non un mode de gestion de notre parti politique UDPS. Nous, à l'UDPS, c'est le respect de la chose publique. C'est ça, en fait, c'est le pourquoi nous nous sommes battus. Apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, il y a des immeubles de maisons qui pullulent dans la ville de Kinshasa et ailleurs, qu'on impute à des hauts responsables de l'UDPS actuellement. Alors que la population souffre encore de faim, on attend des réponses. Vous êtes un journaliste d'investigation. Si les allégations auxquelles vous faites allusion sont fondées, il vous appartient de saisir la justice pour que finalement vous soyez entendu et vous puissiez prouver de telles allégations. Je pense qu'il est temps d'ailleurs que nous puissions nous mettre à l'évidence que l'état des droits tant prôné par l'UDPS aujourd'hui est en train de voir finalement les jours. Il est en train de faire finalement son chemin puisqu'on l'a vu, il y a un dignitaire, un ex-sociétaire de notre parti politique. Attaqué en justice aujourd'hui pour avoir dit la vérité, rien que la vérité. Monsieur Patrick, vous m'étonnez. Dans un état de droit, il n'y a pas de super citoyens. Dans un état de droit, tous les citoyens sont égaux devant. Là, vous nous rappelez les procès 100 jours. La façon dont on a acquitté tout le monde. Et l'argent est parti où je ne sais où et personne n'en parle. Il y a un procès qui s'ouvre. Ce procès n'aboutit pas finalement ou forcément à des condamnations, M. Patrick. Mais on doit savoir où est parti l'argent. Pour nous autres juristes des formations et praticiens du droit, il y a un principe sacro-saint, c'est celui de la présomption d'innocence. Ce principe voudrait qu'un citoyen congolais ou même un citoyen du monde vivant en République démocratique du Congo, sur qui pèserait des soupçons ou la commission d'une quelconque infraction, celui-ci devrait être considéré innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès équitable. L'affaire Caméré à laquelle vous faites allusion, nous avons tous suivi les procès, M. Caméré. Ces procès, aujourd'hui, en termes de décision, a abouti à l'acquittement de M. Caméré. Mais vous savez que l'opposition, lorsque M. Caméré a été condamné en première instance par rapport à la même affaire, elle est montée au créneau pour fustiger le fait que M. Caméré n'était qu'une victime expiatoire de notre régime UDPS avec notre leitmotiv l'état de droit. Et qu'on voulait justifier l'état de droit par la condamnation de M. Caméré. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui se sont transformés en donneurs de leçons, en train de se moquer de l'état de droit, puisque un citoyen congolais, après avoir été entendu par la justice à l'issue d'un procès équitable, a finalement été acquitté. Mais que répondez-vous à certaines personnes ou opinions qui pensent que l'UDPS n'était pas préparé à prendre le pouvoir ou à gérer la République actuellement? Ça veut dire que ces gens-là ne comprennent pas quelle est d'abord la mission d'un parti politique. L'UDPS, c'est un parti politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que... Un grand et pas les moindres. D'ailleurs, vous avez bien fait de le préciser. Un parti politique a pour mission de conquérir les pouvoirs. Voyez-vous, une fois que ce pouvoir est conquis, et de pouvoir gouverner la République sur base du projet de société qu'il a porté au pouvoir. Nous, en tant qu'UDPS, nous avons un projet de société. C'est celui que nous avons vendu aux Congolais il y a de cela 35 ans durant, puisque n'oubliez pas que l'UDPS est un parti des cadres. Contrairement à ce que les gens pensent que nous sommes qu'un parti des masses. Lorsque vous allez consulter les annales de notre parti politique, les 13 parlementaires, les fameux 13 parlementaires, les pères fondateurs de notre parti politique, c'était des commis de l'État, c'est-à-dire des technocrates, des cadres qui ont dirigé la République, qui avaient en termes de diplômes les niveaux requis, en termes d'expertise, une expertise requise, ainsi qu'en termes d'expérience, une expérience avérée dans la gestion de la chose publique. Mais qui, face aux divergences politiques en termes de gestion de la République,
ont dû tout abandonner et dire stop à M. Mobutu et créer en 1982, au mois de février, notre parti politique UDPS. Et donc, nous sommes portés au pouvoir à travers ces projets de société que nous sommes appelés aujourd'hui à exécuter. Ce qu'il nous faut plutôt en ce moment, c'est qu'on a besoin, au niveau des structures qui gèrent notre parti politique, d'avoir un leadership de gestion, puisque finalement, le leadership datant de l'UDPS, c'était un leadership de l'opposition, qui était adapté tout simplement à faire de l'opposition et avoir comme posture politique les négationnismes. Voyez-vous, aujourd'hui que nous sommes au niveau de la gouvernance, il appartient de mettre sur pied ce leadership de la gouvernance, lui donner une mission principale qui constituerait à pouvoir concevoir, élaborer les politiques publiques et les amener au niveau de la majorité parlementaire qui nous est acquise, de telle sorte que des réformes structurelles et ainsi que formelles puissent être amorcées pour que finalement notre pays puisse... Monsieur Mangala, je rappelle qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous êtes président de la commission PAJ de la force grise de l'UDPS. On est pratiquement à la fin. Un petit mot. Je crois qu'au niveau de notre structure, nous sommes constitués d'une expertise ainsi que d'une expérience susceptible de pouvoir permettre à ce que cette mandature de l'UDPS puisse finir en beauté. Il suffit que les responsables du parti politique ainsi que notre autorité de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, puissent s'appuyer sur notre structure. Il aura des cadres ainsi que de l'expertise qui pourra l'accompagner à réussir sa mission. Concernant le procès éventuel, M. Kabound, qu'on pourrait suivre dans les jours qui viennent, il faudrait que nous recommandons au niveau de la force UDPS à ce que M. Kabound puisse bénéficier d'un procès équitable et que les droits de la défense qui lui est garantie par la Constitution de la République ainsi que les règlements intérieurs en tant que député puissent être d'application et que... C'est parti très vite. Hein. L'initiative ne vient pas de nous. Vous avez suivi comme tout le monde que M. Kabound a organisé une conférence de presse durant laquelle... Oui, il a dit des choses. L'amateurisme au sommet de l'État. Il a tenu des propos injurieux, il a tenu des propos délictuels, il a tenu des propos qui pourraient être assimilés à ce qu'on appelle en droit les imputations dommageables, la dénonciation. Donc vous êtes retenu le droit de lui poursuivre en justice. L'outrage au chef de l'État ainsi que l'outrage aux institutions de la République. Ce qu'il faudrait noter, c'est que ce n'est pas l'UDPS qui a poursuivi M. Kabound en justice. C'est une initiative indépendante émanant des institutions de la République, notamment les pouvoirs judiciaires, à travers son parquet général près la Cour de cassation, les parquets duquel relève, n'est-ce pas, la compétence de poursuivre ou d'initier une information judiciaire ou une action judiciaire à l'encontre d'un parlementaire. Qu'est-ce que vous retenez du bien de Kabound, son passage à l'UDPS? Écoutez, M. Kabound et nous, la différence avec lui, c'est que... Non, pas de différence. J'ai dit, pendant son règne au parti, en tant que président AI, qu'est-ce que vous retenez de bien de lui, son passage au parti, à l'UDPS? Son passage à l'UDPS, je retiens que M. Kabound a été avec nous pour accéder au pouvoir. Nous avons fait de l'opposition avec lui. Qu'est-ce que vous retenez de bien de lui? Ce que je sais aussi retenir de lui, c'est que pendant sa gestion du parti, c'était une gestion catastrophique. Oh là là. Il n'y a pas de bons souvenirs. C'est un compatriote avec qui nous continuons à garder des relations humaines ainsi que personnelles ordinaires. Ce qu'il faut noter, c'est que l'opposition qu'il fait, politiquement parlant, c'est une erreur. Ce n'est pas une opposition d'idées. M. Kabound a affirmé dans sa conférence de presse faire une opposition à M. Tshisekedi. Or, politiquement parlant, l'opposition, elle s'est faite en termes d'idées, c'est-à-dire c'est une opposition en termes d'approche, ainsi que les politiques publiques mises en place par un individu ou un groupe d'individus. Lui, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec la politique. En français facile, ça s'appelle de l'inamitié, ce qui est malheureusement déplorable. Monsieur Toussaint Mangala, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, M.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi là, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui au cœur de la société. C'est un cadre du parti présidentiel UDPS. Il est également président de la commission PAJ de la structure Force Grise de l'UDPS. Comme vous le savez, et là, ce sont de grands messieurs qui réfléchissent et qui apportent des idées nouvelles pour le bon fonctionnement du parti présidentiel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Audio Jungle.